je pèse mes mots quand je dis juridique, des Nations Unies, d'assurer la protection de ces personnes dans le cadre de la mission d'assistance des Nations Unies en Irak, obligation qui, si elle n'est pas respectée, peut parfaitement entraîner la responsabilité en droit, la responsabilité juridique des Nations Unies pour son abstention à agir, pour son omission à agir, exactement comme cela a été démontré il y a quelques années, lorsque le secrétaire général des Nations Unies, qui de ce point de vue-là n'était peut-être pas tout à fait à son aise, cela ne l'a pas empêché de recevoir le prix Nobel de la paix, c'était M. Kofi Annan, mais il ne faut pas oublier que M. Kofi Annan était en 1994 le directeur des opérations de maintien de la paix, et que c'est lui qui avait la responsabilité de la situation au Rwanda. Le Rwanda, à un moment, a voulu mettre en cause la responsabilité des Nations Unies pour sa scandaleuse abstention à agir pendant le génocide qui a eu lieu au Rwanda. Et par la suite, le secrétaire général a réussi en quelque sorte à botter le problème en touche, si l'on peut dire, en créant une commission d'enquête qui, tout en prétendant ne pas répondre juridiquement aux questions qui lui étaient posées sur la responsabilité des Nations Unies, a conclu qu'en fait, sinon en droit, mais dire les faits, c'est également dire le droit, en réalité, c'était jamais très éloigné, qu'en fait, les Nations Unies avaient une responsabilité écrasante dans son abstention à agir au moment du génocide rwandais. C'est un chapitre qui n'est certainement pas encore clos à ce jour, et j'espère qu'il n'en ira pas ainsi dans le cas d'Ashraf, et que les Nations Unies vont vraiment prendre les choses en main pour qu'on ne puisse pas les accuser aussi d'avoir failli à leurs obligations. Je vous remercie. Et comme dans tout dossier, il y a le droit et il y a les faits. Il y a le droit et il y a la politique. Je voudrais, pour ce qui me concerne, m'appliquer aux faits et à l'opportunité. Pourquoi ne pas le dire d'ailleurs, à l'opportunisme. La dernière fois que je suis allé à Ashraf, c'était il y a 3 ans. Je crois d'ailleurs avoir été un des tout derniers visiteurs libres d'Ashraf. Maliki, il est évidemment prisonnier de sa propre formation et surtout prisonnier de l'Iran qui a patiemment mais massivement infiltré l'Irak. L'Irak qui était jusqu'à présent totalement imperméable à l'Iran et aux entreprises iraniennes est devenu totalement perméable à ces entreprises, à telle enseigne qu'on voit autour d'Ashraf, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, se déployer et agir un certain nombre de gens qui sont purement et simplement des agents du VEVAC, c'est-à-dire du ministère iranien du renseignement. Est-ce que M. Maliki a raison de se soumettre ainsi au diktat et à la volonté iranienne? À coup sûr, certainement pas. Dans la mesure où cette soumission ne sera jamais payée de retour. Avec le régime des ayatollahs, il n'y a pas de renvoi d'ascenseur, ça n'existe pas. Et par conséquent, il faut agir très fortement. Il faut agir auprès du gouvernement américain, il faut rappeler aux Américains que une signature est une signature et que les États-Unis sont non seulement moralement, mais juridiquement engagés. D'ailleurs, monsieur le professeur David l'a, si j'ai bien compris, répété tout à l'heure. Alors, un dernier point. On parle beaucoup aujourd'hui du danger nucléaire iranien. Il est réel, il est fort, il est pressant. Parce que ce n'est pas la possession de la bombe atomique réelle ou supposée qui changera grand-chose sur ce plan-là. Mais l'Iran s'est déclaré carrément au banc des nations. Et je terminerai par une citation du général de Gaulle, c'est un des penseurs politiques que nous avons en France, et qui disait, un peu connu d'ailleurs, je crois, et qui disait tout peut arriver, et l'avenir dure longtemps. Il peut arriver qu'un acte conforme à l'honneur et à l'honnêteté s'avère en définitive être un bon placement politique.